Bonsoir à toutes et à tous. Alors moi je suis Audrey Enoch, première adjointe au maire de Lyon, en charge des finances, de la commande publique et des grands événements. Et je suis vraiment ravie de vous accueillir à l'hôtel de ville aujourd'hui. J'excuse monsieur le maire Grégory Doucet qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous, ainsi que Sylvie Tomic, l'adjointe à l'hospitalité, qui était vraiment ravie de pouvoir vous accueillir et participer à l'ensemble des débats, mais malheureusement, elle est touchée avec un peu de retard par le Covid. Je crois qu'on l'aura quasiment tous eu, et malheureusement, ça arrive à Madame Tomic maintenant, mais elle m'a demandé de l'excuser auprès de vous. Donc je suis très heureuse de vous accueillir encore plus parce que le thème que vous allez aborder ce soir est très cher à notre exécutif et à la ville de Lyon, la question des personnes en situation de migration. Et nous nous réjouissons qu'il y ait des espaces comme celui de ce soir, des rencontres pour pouvoir aborder le sujet loin des fantasmes et échanger sereinement sur le propos des migrations. En effet, malheureusement, des discours de plus en plus nauséabonds sont tenus depuis quelques mois au sujet des migrations et sont largement médiatisés. Nous nous élevons contre ces propos et nous saluons une démarche qui promeut une meilleure connaissance objectivée de ces phénomènes. Migration qui ne constitue pas un problème, mais sont une caractéristique constante de notre humanité. Il est impossible de ne pas évoquer ici la guerre qui sévit actuellement en Ukraine suite à l'attaque de ce pays par la Russie et la fuite de centaines de milliers de personnes. Nous condamnons le plus fermement possible cette agression russe et exprimons tout notre soutien aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens. À Lyon, de nombreuses initiatives de solidarité ont rapidement été lancées, spontanément, par les habitantes et les habitants, par les associations et par d'autres structures, qu'ils en soient ici chaleureusement remerciés. La ville de Lyon s'est tout de suite rapprochée des associations ukrainiennes locales et a œuvré au plus près du terrain pour répondre aux besoins. Collecte de matériel organisée grâce au concours des mairies d'arrondissement et notamment des pompiers. Soutien public, coordination des initiatives pour l'accueil à venir des réfugiés en lien avec la préfecture, réponse à de très nombreuses sollicitations, orientation des personnes qui souhaitent aider, etc., etc. Cet élan de solidarité fait chaud au cœur, mais ne doit pas occulter les autres graves crises récentes qui ont malheureusement fait l'objet de moins d'accompagnement de la part de l'État ou de l'Union européenne, que ce soit par exemple l'Afghanistan ou encore la Syrie. Et comment ne pas évoquer également toutes les personnes qui arrivent au quotidien dans des situations souvent très difficiles, parfois au péril de leur vie, pour fuir des guerres, des persécutions, pour fuir la misère, ou tout simplement pour fuir l'absence de perspectives d'avenir dans leur pays. Ceux-là ne méritent pas moins que les autres d'être accueillis dignement. La mairie de Lyon a la volonté d'améliorer cet accueil, dont nous connaissons bien sûr toutes les faiblesses actuelles. Pour vous donner juste quelques indications sur les actions menées récemment par la ville de Lyon. Nous avons en décembre 2020 adhéré à l'Envita, le réseau des villes accueillantes, avec qui nous pouvons échanger, nous former, exercer un plaidoyer vis-à-vis de l'État sur la question des migrations. Nous travaillons en lien avec le secteur associatif fortement mobilisé à établir un plan d'action visant à améliorer concrètement l'accueil des personnes exilées et notamment à garantir leur accès à leurs droits, à l'information et à l'accompagnement, leur droit à l'hébergement, aux soins et à l'alimentation, leur droit à l'emploi, à la formation, à l'éducation, aux loisirs, etc. Nous mettons également à disposition notre patrimoine municipal vacant pour l'hébergement de personnes migrantes quand nous en avons la possibilité. Nous cherchons à sensibiliser, à faire connaître ces sujets également au plus grand public,
avec l'accueil d'expositions à l'hôtel de ville, par exemple, telles que celle de SOS Méditerranée, que nous avons accueillie en octobre 2020, ou celle de Forum Réfugiés, que nous avons accueillie à l'hôtel de ville en janvier 2022, ou encore avec l'organisation de la semaine de l'hospitalité à l'automne dernier avec la métropole et la ville de Villeurbanne. Nous avons conscience du long chemin qu'il reste à parcourir, mais nous avons fermement la volonté de continuer à avancer sur celui-ci, en lien avec la métropole et avec l'État, car bien sûr, la ville seule ne peut pas tout. Et maintenant, je vais vous laisser commencer cette soirée qui sera riche en débats et en échanges, notamment avec l'intervention de Madame Witold de Wenden, experte réputée des questions liées aux migrations, et que nous sommes vraiment heureux et honorés d'accueillir ce soir à l'Hôtel de Ville. Merci beaucoup. Bonjour à tous et toutes, mesdames, messieurs, chers amis. Donc je suis Audrey Desplanques, je suis conseillère de l'Ordre du Grand Orient de France, et juste quelques mots d'introduction avant de laisser la parole à nos orateurs. Je voudrais donc tout d'abord adresser nos remerciements à Monsieur le maire de Lyon, Monsieur Grégory Doucet, président d'honneur, à Madame Audrey Enoch, qui nous fait l'honneur de sa présence, première adjointe au maire, et à l'équipe municipale de la ville de Lyon, pour leur soutien dans l'organisation de cette conférence, aux côtés des membres locaux et élus de notre association. Il y a quelques jours, les grandes obédiences maçonniques libérales et laïques se sont unies pour publier un communiqué condamnant la guerre déclenchée en Ukraine par la Russie. Les francs-maçons du Grand Orient de France sont de fidèles et acharnés défenseurs de l'idéal républicain. Ils travaillent à l'amélioration matérielle et morale, au perfectionnement intellectuel et social de l'humanité. Ils accordent une importance fondamentale à la laïcité. Ils pratiquent la solidarité. Les loges sont des lieux d'échange, de réflexion entre personnes de différents milieux, origines, âges, où éclot une richesse liée à ce brassage fécond. La franc-maçonnerie au Grand Orient de France, c'est apprendre sur soi de l'autre, dans un esprit d'ouverture, car s'enrichir de la différence est une voie vers la connaissance. Alors quoi de plus normal pour nous, francs-maçons du Grand Orient de France, que de s'engager pour défendre les dignités humaines? Chacun d'entre nous le fait à sa mesure. Notre obédience, quant à elle, met en œuvre plusieurs actions cette année: université populaire maçonnique, émissions de radio, événements publics, et en particulier un cycle de 3 conférences publiques sur ce thème des dignités humaines. La conférence de ce soir sur le thème des peuples migrants s'inscrit dans ce cadre. Vous pouvez retrouver celle sur la condition de la femme, un déterminant majeur de notre futur, sur la chaîne YouTube du Grand Orient de France. Et la 3e, en juin 2022, abordera le thème de la précarité étudiante. Partout où le vivant sera menacé, où l'être humain sera abusé, maltraité, voire nié, chaque fois que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sera piétiné, qu'il faudra défendre le bien commun, des francs-maçons feront entendre leur voix. Ce soir, le fait que nous soyons aussi nombreux réunis pour réfléchir ensemble, mieux comprendre les problématiques migratoires est essentiel. Il prouve que nombreux sont les citoyens à refuser les discours simplistes et les fausses évidences, l'intolérance et le repli sur soi, à oser une pensée complexe, à vouloir mieux appréhender les divers facteurs et mécanismes politiques, économiques, environnementaux, conjoncturels ou structurels à l'origine des migrations, à poser des éléments concrets concernant les migrants, les réfugiés, l'asile, l'accueil, la coopération, l'intégration, etc. Car les phénomènes migratoires sont l'essence même de l'humanité. Ils fondent notre histoire, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, beaucoup répondent à des logiques de fracture économiques, politiques, culturelles et autres. Beaucoup de ces mouvements sont souvent contraints et empreints d'une symbolique négative. L'évolution de nos sociétés démographiques,
le libéralisme économique nous mettent face à des flux mondiaux liés à des causes structurelles qu'il est totalement impossible d'arrêter. C'est donc leur gestion, trop fréquemment influencée par des peurs ataviques, souvent savamment entretenues en actionnant des ressorts bien connus de boucs émissaires sur laquelle il faut se pencher. L'actualité nous démontre la nécessité et l'urgence de traiter ces questions avec le plus de sérénité possible, sans céder à l'émotionnel, pour construire un indispensable vivre ensemble sur nos terres d'immigration historique. Martin Luther King a dit « Grâce à notre génie scientifique et technologique, nous avons fait de ce monde un quartier. Et maintenant, par notre engagement moral et éthique, nous devons en faire une fraternité. Nous devons tous apprendre à vivre ensemble en tant que frères, sinon nous périrons ensemble comme des idiots. » Le Grand Orient de France s'y emploie depuis longtemps. Un livre blanc a été publié en 2016. Une loge a été spécifiquement créée en 2019 pour y travailler. Le mois dernier, le grand maître du Grand Orient de France s'est rendu à Ceuta, enclave espagnole au Maroc, une des deux seules frontières terrestres entre le continent africain et l'Union européenne, où un double mur électrifié, financé par les fonds européens, déchire le paysage sur des kilomètres. De nombreuses loges produisent des écrits, travaillent en commun, organisent des colloques et conférences. Le mois dernier à Rodez, par exemple. Il y a 2 ans, ici à Lyon, s'est tenu un événement public d'envergure à l'initiative de Loges du Grand Orient de France et faisant intervenir plusieurs associations œuvrant auprès des migrants. Cette manifestation vous sera décrite dans quelques instants par M. Jean-Philippe Findler. Puis c'est Mme Catherine Vitol de Winden qui interviendra et nous aurons ensuite un temps d'échange avant de donner la parole à M. Georges Sérignac, grand maître du Grand Orient de France, pour ses conclusions. Je vais donc sans plus tarder vous présenter brièvement notre intervenante de ce soir, Mme Catherine Vitol de Winden, politologue, directrice de recherche émérite au CNRS, enseignante à l'Université de Milan en 2022. C'est une spécialiste des migrations internationales sur lesquelles elle a beaucoup publié, mené et dirigé de nombreux travaux de recherche et études de terrain. Parmi les nombreux livres qu'elle a écrits, je citerai 2 atlas des migrations publiés chez Autrement. Le dernier en 2021 s'intitule « De nouvelles solidarités à construire ». Je rappellerai également les ouvrages « Faut-il ouvrir les frontières » aux presses de Sciences Po, La question migratoire au XXIe siècle, migrants, réfugiés et relations internationales, Immigration, chance ou menace aux éditions First, et très prochainement, aux éditions du CNRS, Figure de l'autre, perception du migrant en France de 1870 à 2022. Madame Vitol de Winden a également pris des responsabilités auprès d'associations comme la Ligue des droits de l'homme et France Terre d'Asile. Madame Vitol de Winden, je vous passe la parole. Oui, c'est vous d'abord, pardon. Merci. Madame la première adjointe au maire de Lyon, grand maître du Grand Orient de France, il m'a été demandé ce soir de présenter en témoignage une action possible des francs-maçons de Lyon pour ce qui concernait les personnes migrantes. En 2019, des loges lyonnaises du Grand Orient de France se sont réunies, interpellées dans leur projet humaniste par une actualité européenne confrontés à une crise migratoire de grande ampleur, avec la question, dans ce contexte, que peut faire un citoyen qui souhaite comprendre et participer à l'intégration des migrants? Ce thème des migrants s'est imposé naturellement à un moment, 3 ans en arrière, où le contexte des guerres et des évolutions économiques et climatiques amplifiait le flux de personnes vers l'Europe, de nature à remettre en cause les relations entre ses États membres. Il était apparu en effet que les problématiques des États se renforçaient sur des attitudes de repli, dévoilant ainsi une crise de l'hospitalité. Les francs-maçons lyonnais ont voulu porter un regard différent, cependant, au-delà des États, en
regardant le sujet à partir d'une focale, non plus axée, comme je viens de le dire, sur les États ou les frontières, mais bien sur la ville, comme milieu d'intégration. En effet, la ville est de tout temps le lieu des intégrations massives. C'est par la mise en valeur des bonnes pratiques des villes et des communautés des citoyens que des solutions humaines concrètes pouvaient s'entrevoir, s'expérimenter et se valider. Il fallait, pour ces francs-maçons, d'abord réunir et comprendre, afin de susciter des pistes de réflexion et pourquoi pas d'évocation. Alors les associations de terrain en charge des périodes migrantes ont été contactées. Beaucoup ont été contactés, toutes n'ont pas répondu. Mais après de nombreuses rencontres, essentiellement destinées initialement à faire connaissance mutuellement entre la méthode maçonnique et les problématiques des associations de terrain, il a été convenu que l'importance des sujets traités devait faire l'objet d'un travail en commun et d'une manifestation d'extériorisation destinée au grand public. Un colloque a donc été organisé en janvier 2020 à Lyon sur le thème « Ville, migration, intégration », permettant de réunir à peu près 200 personnes. L'objectif de ce colloque était donc de favoriser les rencontres entre les bonnes volontés, celles d'hommes et de femmes engagés dans le mouvement associatif qui avait développé un savoir-faire et une expertise dont les valeurs humanistes étaient interpellées par les conditions de vie des migrants. Cette manifestation s'est déroulée en 2 temps. D'abord une session plénière, matinale, où il convenait de définir le cadre général. D'abord définir le cadre juridique dans lequel les associations évoluaient. Ce n'était pas évident pour tout le monde. Et nous avons pu ainsi entendre des interprétations de Forum Réfugiés COSI, de la CIMAD, de la Ligue des droits de l'homme. Ensuite, il nous fallait poser les aspects historiques et sociologiques des migrations, car elles ne sont pas récentes, elles ont toujours existé. Ce cadre, cette conférence historique et sociologique a été effectuée par un professeur d'histoire contemporaine de l'École nationale supérieure de Lyon. Et enfin, il fallait une vision géopolitique de ce qui se passait à l'époque. Et c'est pourquoi est venu un haut fonctionnaire de l'ONU, à l'époque en charge des migrants, en poste à Rome, à un moment où la migration du Sud venait par l'Italie. Donc il nous fallait déjà poser l'ensemble de ce cadre. Nous avons ensuite, à partir de là, resserré la focale sur la cité. Et c'est pourquoi l'après-midi fut consacré à un travail en atelier qui réunissait les associations de terrain, des grands témoins et le public. 4 thèmes avaient été définis: la culture et le lien social, avec les associations Singa et Culture pour tous, le logement, avec Forum Réfugiés, l'association Villeurbannaise du droit pour le droit au logement, la CIMAD, la coordination Urgence Migrants, l'emploi, avec Forum Réfugiés et la Ligue des droits de l'homme, et la santé, avec la coordination des PASS, Médecins du Monde et Forum Réfugiés. À partir de cas cliniques prédéfinis en amont, avec les représentants de ces associations, ces ateliers ont pu définir des propositions concrètes qui ont ensuite été discutées, restituées en session plénière. Je précise que ce ne sont pas des propositions purement du Grand Orient de France, mais bien des propositions qui ont été validées avec les associations de terrain et les participants publics. 21 propositions ont été présentées, dont 9 à l'échelle de la ville. Je ne vais pas vous les décrire, mais voici quelques exemples de propositions qui pourraient encore être discutées aujourd'hui. La possibilité notamment de donner le droit au travail et à la formation à toute personne migrante, quel que soit son statut juridique. Car aujourd'hui, une personne migrante ne peut exercer un emploi ou bénéficier d'une formation tant que son statut juridique n'est pas défini. Ce n'est pas tout à fait le cas depuis quelques jours avec l'Ukraine. Une deuxième proposition, dans le domaine de la santé, est de développer une ethnopsychologie médicale, voire une spécialisation santé des précarités, ce qui n'existe pas. Car il ne peut y avoir aujourd'hui de réflexion sur un système de santé qui va muter avec ce que nous venons de vivre au niveau sanitaire. Il ne peut y avoir de réflexion sur un système de santé nouveau sans un minimum de connaissance des différentes cultures de santé des populations migrantes. Une autre proposition était aussi l'encouragement
des hébergements citoyens par la définition d'un statut de reconnaissance citoyen hébergeur ou citoyen employeur, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Ces propositions ont été consignées dans un recueil d'actes. Elles ont été transmises, bien entendu, aux participants, mais aussi aux associations et aux élus en charge de ce domaine. Pour conclure, il ne s'agissait pas pour les francs-maçons de se substituer ni au monde associatif, dont le travail est exemplaire, ni aux citoyens désireux de s'engager pour une meilleure hospitalité de notre société. Il s'agissait, je l'ai déjà dit, de réunir et de comprendre, de se rencontrer, de manière à susciter des questionnements et des réflexions sur ce sujet de façon objective, non militante, afin que chacun puisse progresser dans la construction de son opinion sur la question. Ces actes sont disponibles. Je serai à votre disposition pour vous donner l'adresse mail si vous les souhaitez. Je vous remercie. Je voulais vous remercier de m'avoir convié à cette journée de réflexion sur les peuples migrants et je suis très honorée à la fois de votre invitation et du fait que ça ait lieu dans la mairie de Lyon avec l'invitation du maire et sa représentante. Donc je vais essayer de vous parler de la thématique des migrations, pas comme on en parle actuellement dans la campagne électorale, mais plutôt dans une vision rationnelle des thématiques migratoires. Je rappelle que cette vision, comme je le disais à celle qui m'a présentée, est partagée par beaucoup des chercheurs dont je suis et par un certain nombre de responsables, non seulement grosses organisations non gouvernementales, comme on dit, de grosses associations, mais aussi d'organisations internationales gouvernementales, comme le Haut Commissariat aux réfugiés, l'OCDE et quelques organismes de cette nature. Donc ce n'est pas très original ce que je vais vous dire, mais je vais essayer surtout de montrer dans un premier temps les dimensions structurelles de la migration. La migration, c'est un aspect structurel de la mondialisation d'aujourd'hui. Ensuite, peut-être que je développerai davantage la thématique européenne dans laquelle nous sommes, et surtout que la France préside l'Union européenne en ce moment, en cette période de campagne présidentielle. Et puis ensuite, je vous parlerai, puisque c'est le sujet de la campagne, des idées reçues qui circulent sur l'immigration, les plus erronées et les plus nombreuses, les plus courantes. Et puis enfin, de l'actualité, l'Ukraine, Calais et quelques autres sujets, le délit de solidarité, d'autres sujets auxquels vous êtes particulièrement concernés dans cette région du sud-est de la France. Donc tout d'abord, la dimension structurelle des migrations. J'insiste beaucoup là-dessus. On ne mettra pas fin aux migrations, quels que soient les discours politiques qui sont tenus sur la fermeture des frontières. Il faut avoir en tête que c'est un phénomène qui accompagne la mondialisation, comme beaucoup d'autres. Tout circule. Les hommes et les femmes circulent moins facilement que les idées, que les flux financiers, que le commerce international, mais les personnes circulent également. Donc la mondialisation est aussi marquée par cette accélération légère des migrations internationales. Donc j'insiste là-dessus. Pourquoi ? Pour des raisons structurelles du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes qui circulent sont confrontées à toute une série d'éléments, et notamment, tout d'abord, les inégalités du développement humain. Ça, c'est un phénomène très, très important. Parce qu'aujourd'hui, au sud du monde, où il y a autant de migrations d'ailleurs qu'au nord du monde, si on divise le monde en deux, autour de l'équateur, les gens sont de plus en plus éduqués, ça fait partie des progrès de l'humanité, de plus en plus informés et sont conscients qu'ils sont pauvres quand ils le sont et qu'ailleurs on peut vivre autrement et mieux. Donc l'information, plus l'éducation, plus l'urbanisation galopante de la planète font que ceux qui sont dans des situations de grandes inégalités du développement humain, je rappelle que ces inégalités se mesurent par des critères d'un prix Nobel d'économie indien qui s'appelle Amartya Sen, qui a pris 3 critères, l'espérance de vie à la naissance, le niveau d'éducation, le niveau de vie. Et donc, j'ai pas
pu présenter des cartes, mais j'avais apporté une clé USB pour ça, mais c'est pas gênant. Simplement, si on croise ces critères, on voit en rouge l'Afrique subsaharienne, ce qui montre bien que cette région est particulièrement frappée par les inégalités du développement humain. Ça, c'est un premier phénomène très important. Si les gens sont pauvres, aujourd'hui, ils le savent, ils en sont conscients. Deuxième facteur structurel, les crises et les conflits. Je ne vous ai pas rappelé les chiffres, mais je vous en donne quelques-uns. Aujourd'hui, on a environ 280 millions de migrants internationaux, selon les chiffres donc des Nations Unies, et qui prennent en compte la définition universelle du migrant international. C'est quelqu'un qui est né dans un pays, qui vit dans un autre pays que celui où il est né, pour une durée égale ou supérieure à 1 an. Aujourd'hui, on a 280 millions de migrants internationaux, selon cette définition. On a 740 millions de migrants internes aujourd'hui à l'échelle de la planète. Donc, on a à peu près 1 milliard de personnes sur 7,5 qui sont en situation de migration interne ou internationale, le plus souvent interne. Autre aspect, donc les crises et les conflits. Les réfugiés, 82 millions de migrants à l'échelle de la planète. 82 millions, sauf que seuls 26 millions ont le statut de réfugiés de la Convention de Genève. Les autres sont soit candidats au statut de réfugié, ce qu'on appelle les demandeurs d'asile, soit bénéficiaires d'une protection humanitaire ou temporaire selon les cas, soit un statut particulier, celui des Palestiniens, mais la plupart n'ont pas le statut de réfugié. Donc je rappelle bien cette situation. Ensuite, on a d'autres facteurs. À l'échelle de la planète, l'essentiel des migrants sont des travailleurs, ce qui n'est pas très original, mais la plupart des gens migrent pour travailler à l'étranger et envoyer de l'argent dans leur pays. Donc ça, c'est un facteur. Les crises et les conflits sont un facteur très important aujourd'hui. On a vu une série de crises et de conflits qui se sont succédés, et notamment toutes les crises du Proche et du Moyen-Orient, avec des records de production de réfugiés. Afghanistan, 6,5 millions de personnes qui ont quitté leur pays. La Syrie, 6,5 millions de personnes aussi. Également le Venezuela, 4,5 millions de personnes. Donc ça, ce sont des gros chiffres, si j'ose dire, de réfugiés. 4 millions pour l'Irak, etc. Donc ces crises ont beaucoup affecté la migration internationale. Autre facteur également très important, ce qu'on appelle les lignes de fracture du monde. Quand les inégalités ou les crises et les conflits se produisent dans une distance géographique faible, il y a plus de chances qu'il y ait de migration, parce que les gens voient à la télévision, pas très loin de chez eux, qu'on peut échapper à ces situations, soit économiques, soit politiques. Parmi les autres facteurs structurels de la migration internationale, il y a la démographie. On est vieux chez nous. L'âge médian, faites-en l'expérience quand vous sortirez dans la rue, est de 41 ans en Europe. Il est de 25 ans au Maghreb, il est de 19 ans en Afrique subsaharienne. Donc on a affaire souvent à des gens jeunes, ce que l'on voit dans l'actualité, qui essayent de traverser les frontières parce qu'ils se disent que chez eux, il n'y a pas d'espoir. Ce n'est pas les plus pauvres qui partent, mais qu'avec la migration, on peut peut-être améliorer ces conditions de vie. Et ça, c'est le cas de la plupart des migrants également à l'échelle de la planète, pour les hommes comme pour les femmes aujourd'hui. Ensuite, on a d'autres facteurs, les aspects environnementaux. Aujourd'hui, on ne connaît pas exactement le nombre de déplacés environnementaux parce que la plupart sont des déplacés internes, dont leur propre pays, ou vont dans le pays d'à côté. À peu près, en tout, on est autour d'une 50aine de millions de déplacés environnementaux. Les experts du climat du GIEC disent qu'on aurait autour de 200 millions de déplacés environnementaux comme chiffre le plus élevé à la fin de ce siècle. Donc c'est un enjeu très important, mais il n'y en a que le tiers de ces 50 millions qui sont des déplacés, des migrants internationaux. La plupart d'entre eux sont des migrants internes chez eux. Donc ce n'est pas demain qu'on aura à notre porte des déplacés environnementaux, contrairement à ce qui se dit parfois. Ça touche surtout les pays voisins, des situations de crise environnementale qui peuvent être la déforestation, la désertification, la montée des eaux,
comme dans des pays comme le Bangladesh, le plus menacé au monde par les catastrophes environnementales. Ça peut être bien sûr la fonte des glaciers, l'ensevelissement des îles sous la mer, etc. Tous ces phénomènes ont commencé à se manifester et ça provoque des migrations internes parfois, mais aussi internationales très importantes. Je rappelle que la plupart des grandes mégapoles du monde sont en Asie et qu'elles sont presque toutes au bord de l'eau, où il y a le plus de montée des eaux dans le monde. Donc ça, c'est aussi un facteur lourd, si j'ose dire, de cette migration. Autre facteur structurel, l'offre de voyage. Aujourd'hui, le trafic du passage des frontières est très particulièrement rémunérateur et donc ceux qui veulent partir trouvent donc une offre de voyage très très importante. On parle beaucoup de la Libye, mais il y a aussi bien sûr le Mexique et quelques autres régions où il y a une offre de voyage particulièrement importante et ça rapporte beaucoup d'argent, ça absorbe les économies des familles, des villages, etc. de ceux qui partent. Donc il y a une offre de voyage pour ceux qui veulent partir. Dans un contexte où, et j'insiste beaucoup là-dessus, les 2/3 de la population de la planète ne peuvent pas circuler librement. On parle des peuples migrants, mais à cause du visa. On pourrait faire toute une hiérarchie des passeports à l'échelle mondiale. On est très bien placé avec notre passeport Bordeaux européen, puisqu'on peut circuler sans visa dans environ 185 pays dans le monde. Les premiers de la liste sont les Japonais et les Sud-Coréens, qui peuvent aller dans quelques 190 pays, donc presque partout sans visa. En revanche, si vous êtes russe, vous divisez par 2. Si vous êtes chinois, vous divisez par 4. Et puis tout à fait à la fin, on trouve tous ceux qui empruntent les routes des passeurs, c'est-à-dire les Afghans, les Érythréens, les Somaliens, les Soudanais, qui, eux, avec leur passeport, ils ont des passeports qui, comme ils le disent, ne valent rien, parce qu'il faut des visas pour la plupart des destinations qu'ils se proposent de faire. Sinon, ils vont dans les pays d'à côté. Donc, pour 25 pays qui sont les pays voisins, aussi pauvres et aussi en crise qu'eux. Donc, ça, c'est un élément très important qui explique cette grande difficulté de circuler pour toute une série de gens. Difficulté aussi, ça a été rappelé, d'accès aux droits, et notamment d'accès au travail, d'accès au statut de réfugié. On dit que ce sont des tricheurs, etc. Et on est dans un contexte étonnant où on dit que la mobilité est un facteur essentiel du développement humain. C'est pas moi qui le dis, c'est le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Et également, on dit que la migration est un aspect de la modernité. Celui qui bouge et entre dans la modernité de la mondialisation. Et en même temps, les frontières sont fermées pour le plus grand nombre. Donc voilà les aspects structurels dans lesquels on se trouve aujourd'hui. Alors, comment se répartissent ces migrations ? Essentiellement de façon régionale. C'est-à-dire, si on regarde toutes les régions du monde, dans les tableaux de chiffres, par exemple, des Nations Unies, du département de la population, on s'aperçoit que partout, sans aucune exception, il y a plus de migrants de la région, dans une région donnée, que de migrants qui viennent d'ailleurs. Souvent parce qu'il est plus facile d'y circuler. Il y a pas mal d'espaces de libre circulation, notamment pour les travailleurs à l'échelle mondiale. Et si vous regardez par exemple l'Amérique du Sud, qui est le cas le plus typique, la plupart des migrants en Amérique du Sud viennent d'Amérique du Sud. Ce sont les pays andins qui vont migrer vers le Brésil, l'Argentine, le Chili, l'Uruguay, etc. Si vous prenez l'Amérique du Nord, la plupart des migrants sont aussi d'Amérique du Nord. Les Mexicains aux États-Unis, les Canadiens, l'Amérique centrale migrent vers les États-Unis. Donc c'est aussi un aspect, c'est plus de la moitié des migrations aux États-Unis. Pour l'Europe, l'essentiel des migrants aujourd'hui, c'est la rive sud de la Méditerranée, notamment tout ce qui est Maghreb, Machrek, mais aussi les Européens. Aujourd'hui, 33% des migrants en Europe sont des Européens, ce qu'on a tendance à oublier. On vient de s'en ressouvenir avec l'arrivée des Ukrainiens, modeste pour l'instant, mais la plupart
plupart des migrants en Europe sont des Européens pour le tiers, et les autres, c'est des gens de la rive sud de la Méditerranée proche, c'est-à-dire le Maghreb, l'Égypte, la Turquie, le plus grand pays d'immigration dans la région, 4,5 millions de Turcs en Europe, suivi par les Marocains, 3,5 millions, et bien sûr les réfugiés du Proche et du Moyen-Orient. Donc c'est un espace euro-méditerranéen migratoire. En Afrique, contrairement à une idée répandue qui consiste à dire l'Afrique va nous envahir, le livre de Stephen Smith qui était sorti en 2018, la plupart des Africains, ce qui n'est pas très original, migrent en Afrique. Il y a 26,5 millions de migrants à l'intérieur du continent africain. L'essentiel, ce sont des Africains. Il y a aussi des Chinois, il y a quelques autres, mais enfin, c'est marginal par rapport à l'importance des migrations intra-africaines, soit pour travailler dans d'autres pays, soit à cause des crises et des conflits. Donc, c'est un continent qui est très marqué par une tradition de mobilité ancienne, pas seulement récente. Si vous allez en Russie, on en parle beaucoup en ce moment, la plupart des migrants en Russie viennent de l'ancienne URSS, notamment l'Asie centrale, le Sud-Caucase, qui fournissent en main-d'œuvre Moscou, Saint-Pétersbourg et quelques autres endroits. Et puis en Asie, la plupart des migrants en Asie viennent d'Asie, donc c'est pas très original non plus, mais c'est vrai qu'il y a un très grand espace migratoire asiatique qui déborde d'ailleurs sur l'Australie, qui s'asiatise de plus en plus. Donc la migration est régionalisée à l'échelle mondiale pour l'essentiel, parce que c'est moins dangereux, c'est moins coûteux. Il y a des possibilités institutionnelles d'espace de libre circulation. On parle de l'Union européenne, du marché nordique du travail, mais aussi de la CEDEAO pour l'Afrique de l'Ouest, de l'UNASUR pour l'Amérique du Sud, l'ASEAN pour l'Asie, etc. Donc ces migrations sont très fortement régionalisées, aussi pour des raisons historiques, la colonisation, qui a créé aussi des habitudes d'aller et venue, si j'ose dire, dans le passé, et puis des proximités historiques anciennes, comme l'histoire de la Méditerranée, par exemple, pour l'Europe. Donc la migration, ça a toujours accompagné l'histoire du monde. C'est pas aujourd'hui que ça devient tout d'un coup un phénomène qu'on aurait découvert. Toutes les populations du monde ont migré, et la migration a créé la Méditerranée. J'ai fait un livre avec des collègues là-dessus. Depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, ce sont les migrations qui ont créé la civilisation et la culture et les cultures méditerranéennes. C'est vrai pour beaucoup de régions du monde. Donc j'insiste beaucoup là-dessus. Et donc pour dire que de toute façon, on n'arrêtera pas la migration pour ces raisons structurelles que je vous ai indiquées. Alors maintenant, si on se penche un peu plus sur l'Europe, puisque c'est quand même là que nous nous trouvons, l'Europe est dans une situation très complexe à l'égard des migrations. On en parlait tout à l'heure en venant ici, parce que l'Europe a beaucoup de mal à se considérer comme une région, un territoire, un continent d'immigration. Parce que dans le passé, les Européens, nombreux, sont venus migrer dans le monde entier, surtout pour des raisons commerciales, de grandes découvertes, de colonisation, de peuplement aussi pour les nouveaux mondes, etc. Donc les Européens sont beaucoup partis. Et donc l'imaginaire européen n'est pas l'imaginaire d'un continent qui s'est peuplé par les migrations, à la différence des États-Unis, du Canada ou de l'Australie, où en permanence on rappelle l'histoire migratoire de ces populations qui ont contribué à constituer le pays, et où il y a une certaine légitimité du phénomène migratoire. En Europe, l'immigration est plus ou moins illégitime. Quand j'ai fait mon livre qui va sortir bientôt sur les figures de l'autre, eh bien, la migration a toujours été illégitime en France. Le stéréotype qu'on avait sur les Italiens, c'est à peu près le même que celui qu'on a aujourd'hui sur, entre guillemets, les Arabes ou sur quelques autres arrivants. Ce sont les mêmes stéréotypes, mais qui sont transposés sur d'autres populations, parce qu'il y a une grande illégitimité du phénomène migratoire. Je rappelle que l'Allemagne, qui, ça a été rappelé, a accueilli chez l'habitant les Syriens, par exemple, au moment de la crise de 2015, jusqu'aux années 2000, se considérait comme le pays des Gastarbeiter, des travailleurs hôtes, avec l'idée qu'ils n'allaient pas s'installer. La prise de conscience de leur installation
est récente. Ils ont changé leur droit de la nationalité au tournant du XXIe siècle, en 2000. Et donc, maintenant, ils ont une politique d'immigration moderne. C'est ce qui a été annoncé par le nouveau chancelier, avec une ouverture plus grande, notamment à des voies légales, notamment pour des raisons de travail, ce que beaucoup de pays européens n'ont pas fait. Et on a très peu parlé d'immigration pendant la campagne électorale, il faut le rappeler, du nouveau chancelier. Et les partis d'extrême droite sont en décrue très fortement en Allemagne. C'est le premier pays d'immigration en Europe, il ne faut pas l'oublier. 13% d'immigrés dans la population. Et c'est un pays qui, économiquement, a mis au travail les demandeurs d'asile et toute une série de gens qu'en France, on se refuse à reconnaître comme travailleurs légaux parce qu'il faut dissuader, j'y reviendrai. L'idée de la dissuasion est une catastrophe pour le traitement de la migration. Donc, en Europe, on est devenu un grand continent d'immigration, d'installation, de fait, à cause de tous les facteurs structurels que je vous ai présentés, mais la plupart des pays européens ont beaucoup de mal à considérer qu'ils sont des pays d'immigration, d'installation. Or, c'est la réalité. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, la montée des extrêmes droites et des partis populistes dans les pays européens qui ont fait leur électorat sur le rejet de l'étranger, du migrant, du réfugié, etc., insistent beaucoup sur l'idée qu'il faut continuer à sécuriser, comme on dit, les frontières et qu'il faut faire la guerre aux migrants, qui est un thème récurrent depuis 20 ans dans le discours politique de beaucoup de pays européens. Et en fait, c'est complètement fallacieux parce que on n'arrêtera pas la migration. C'est un phénomène qui est issu de tous les facteurs structurels de l'évolution du monde et donc c'est une promesse erroné et hypocrite que l'on fait à son électorat en disant que si tel ou tel parti est élu, les frontières seront fermées. En réalité, on peut assez peu modifier le cours des flux migratoires, heureusement d'ailleurs, pour des raisons légales. Une grande partie des migrations, en fait, sont protégées, fort heureusement, par des traités internationaux. Le droit d'asile, on peut être très sévère sur l'asile, mais on ne peut pas décider du jour au lendemain de ne pas respecter le droit d'asile dans des pays comme l'Europe, qui sont à la source de l'histoire du droit d'asile, la Convention de Genève de 1951, par exemple. La Convention sur les droits de l'enfant, 1989. On ne peut pas refuser l'accueil des mineurs, même si parfois ils sont très très mal reçus, parce que les pays européens ont signé cette convention de 89 sur les droits de l'enfant. On ne peut pas refuser totalement d'accueillir des gens dont la santé fait qu'ils ne peuvent pas être soignés chez eux dans les mêmes conditions qu'ils le seraient dans un pays européen, par exemple. Il y a beaucoup d'autres. On ne peut pas refuser complètement le regroupement familial. On peut donner des critères plus sévères, mais le droit de vivre en famille est un droit qui est quasiment constitutionnalisé en réalité. Donc en fait, on joue sur très peu de choses. On joue les flux les plus importants aujourd'hui dans les pays européens, c'est le regroupement familial. C'est vrai aussi aux États-Unis. L'Europe est devenue un vieux pays d'immigration, comme un vieux continent d'immigration, comme les États-Unis, donc beaucoup de regroupement familial. Ensuite, le reste, on a à peu près 250 000 entrées légales par an, donc c'est pas colossal non plus. Et donc, le reste, ce sont des réfugiés, des étudiants. L'Europe a ouvert ses frontières aux étudiants parce qu'elle considérait qu'elle voulait rester dans la compétition internationale pour les compétences, ce dont on peut se féliciter. Et puis, les autres, pour à peine 20%, c'est le travail, l'immigration de travail. On va sans doute changer dans un certain nombre de pays parce que la crise de la Covid a montré qu'on manquait de main-d'œuvre, pas seulement la crise, mais elle l'a montré très clairement, si j'ose dire. Mais en même temps, l'Europe n'a rien changé à sa politique migratoire. On est dans cette préparation du pacte européen sur l'immigration et l'asile qui a été proposé par la Commission européenne en 2020, présenté sans vote au Parlement européen, puis maintenant il est passé depuis un certain temps d'ailleurs devant le Conseil européen, mais pour qu'il soit accepté, il faut que les 27 le votent à l'unanimité.
On en est très loin, compte tenu de la fracture que l'on a vue sur la crise syrienne entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Donc il ne passera pas tel quel. Si on le regarde, on voit que l'essentiel du pacte, pourtant, c'est du sécuritaire. C'est activer les politiques de retour. On a 30 ans d'échecs sur les politiques de retour. Je ne pense pas que c'est cette année qu'on aura un peu plus de succès, parce que les retours, ça concerne très peu de gens. Voilà, activer les reconductions à la frontière. Là aussi, on en fait peu, parce que ça coûte très cher et souvent les gens reviennent ensuite. Également, essayer de renforcer une approche unitaire en Europe de l'asile. Et c'est très difficile, parce que chaque pays européen est assez souverainiste, entre autres sur la question de l'asile, parce qu'il met en jeu sa diplomatie, et donc chacun a une sensibilité différente à tel ou tel profil de réfugiés, et donc avec des taux très différents selon les nationalités, pour le même profil de demandeurs d'asile. Donc on en parle depuis 30 ans de tout ça, de la politique de retour, de reconduction et de l'harmonisation du droit d'asile. Donc ça, c'est l'essentiel du pacte. Pour le reste, il y a des choses un peu plus positives, notamment l'accueil au sauvetage en Méditerranée dans les ports européens, et la non-poursuite en principe de ces associations qui sauvent les personnes. Ceci dit, le délit de solidarité existe toujours, même si Cédric Herrou a eu un sursaut, a eu droit à un sursaut du Conseil constitutionnel au nom du principe de fraternité, je le rappelle. Beaucoup sont encore sous le coup de condamnation pénale. Et je rappelle que le maire de Riace, une petite ville du sud de l'Italie, est sous le coup de plusieurs années de prison pour avoir accueilli et donné du travail dans la coopérative municipale de la petite ville dont il était maire à des sans-papiers. Donc ça existe un peu partout. Il y a des choses très positives. On a signalé l'An Vita, on peut s'en féliciter. Je suis heureuse que Lyon soit entré dans cette communauté de villes accueillantes et qu'il y ait des initiatives citoyennes pour accueillir aujourd'hui les Ukrainiens. Ceci dit, il y a beaucoup de points noirs quand même dans cette politique européenne, outre l'incapacité des pays européens à se mettre d'accord sur une politique commune dont l'aspect essentiel serait rouvrir les voies légales dans un certain nombre de secteurs d'emploi, notamment. Tant qu'on n'ouvrira pas plus de voies légales à l'immigration, on fera la fortune des passeurs. Je rappelle qu'il y a environ 50 000 morts en Méditerranée. Il y a eu encore des morts du côté de Calais en décembre dernier. Il y en aura toujours si on ne change pas la politique migratoire. Si on a plus de voies légales d'entrée, pas pour tout le monde, mais pour des gens qui correspondent à des besoins, notamment sur le marché du travail, on aurait une meilleure politique de l'asile, puisqu'on aurait moins de candidats, ce qu'on appelle des flux mixtes, qui ont des profils qui sont à la fois éventuellement demandeurs d'asile, mais qui aussi cherchent à entrer sur le marché du travail. Et économiquement, on serait gagnant, parce que l'immigration, si les gens travaillent légalement, ça rapporte aussi au pays d'accueil, au pays de départ, parce qu'ils envoient plus d'argent, 530 milliards de dollars annuels envoyés par les migrants dans leur pays d'origine, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est le facteur essentiel de l'aide au développement local et familiale des régions de départ. Donc la migration également est un gain pour celui qui migre, parce qu'il améliore ses possibilités non seulement d'insertion professionnelle et de salaire quand il est parti, plutôt que s'il était resté chez lui. Donc la migration économiquement est quelque chose de gagnant. Et le pacte de Marrakech qui a été adopté en 2018, qui n'est qu'un pacte, qui n'est pas un traité, dit, son sous-titre, c'est pour une immigration sûre, ordonnée et régulière. Sûre, plus sûre pour le migrant. Ordonnée, c'est-à-dire correspondant aux normes juridiques des différentes catégories de migrants, et régulière, donc avec plus de voies légales, ça veut dire d'entrée régulière, comme c'était le cas dans le passé. L'Europe a fermé ses frontières à l'immigration de travail depuis 1974. Donc je crois que ça mérite réflexion. Et aujourd'hui, la plupart des politiques migratoires sont surtout dissuasives et répressives.
les arguments, c'était alors d'abord, plus on accueille mal les gens, moins ils viendront, ce qui est faux, puisqu'à Calais, les gens viennent toujours, parce que Calais est en face de Douvres, tout simplement. Donc Calais sera toujours en face de Douvres. Même s'il n'y a qu'un seul point d'eau et qu'on dort dehors et qu'on sert une soupe dans la journée qui est froide, de toute façon, Calais sera toujours en face de Douvres. Donc il y aura toujours une attraction de Calais plus qu'ailleurs, c'est clair, pour aller en Angleterre. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, l'autre idée, c'est qu'il faut leur rendre la vie impossible, ce qu'ont dit certains préfets d'ailleurs assez récemment, pour qu'ils ne viennent pas. Donc il faut les dissuader avec interdire l'accès au marché du travail, ce qui est le cas en France pour les demandeurs d'asile, alors que l'Allemagne, bien sûr, leur donne le droit au travail. Économiquement, on est perdant. On choisit le politique par rapport à l'économique dans la politique migratoire. Également, toute une série de formes de dissuasion qui concernent, bien sûr, les critères de regroupement familial et quelques autres exemples que je pourrais vous donner et que les associations connaissent bien. Donc, on est dans une politique disons, de répression, de dissuasion, de contrôle. L'idée qu'il faut privilégier le contrôle des frontières impossibles à l'échelle mondiale et européenne et nationale à toute autre option migratoire et ce qui domine en la matière. Alors, on est dans beaucoup de contradictions en réalité, et des contradictions éthiques, et je pense que c'est ça qui vous intéresse peut-être le plus, des contradictions entre, on l'a vu, le principe d'hospitalité qui avait été, et de solidarité, qui est inscrit d'ailleurs dans le traité constitutionnel européen de Lisbonne de 2007. Donc on a vu voler en éclats avec l'accueil des réfugiés déplorable au moment de la crise syrienne de 2015. L'Europe s'est coupée en deux entre l'Est qui voulait pas recevoir de réfugiés tout en ayant signé la Convention de Genève et l'Ouest qui acceptait bon an mal an les quotas de Bruxelles et l'Allemagne qui avait dit qu'elle était prête à accueillir 800 000 réfugiés. Donc il y avait vraiment des écarts considérables entre les pays européens. L'Italie qui est entrée dans la voie de l'extrême droite avec l'épisode donc de 2018, donc beaucoup de cacophonie en la matière et d'un côté, et puis de l'autre côté donc l'éthique donc l'hospitalité et l'ouverture, si j'ose dire, d'un côté, et de l'autre côté, ce qu'on appelle la responsabilité, mais qui est en fait surtout du contrôle et du répressif, du dissuasif. Donc là, il y a une vraie contradiction éthique, politique, qui est particulièrement forte et qui a des répercussions électorales et essentielles, ce qui fait que la plupart des politiques ont peur et ils choisissent souvent le dissuasif par rapport à la solidarité et l'hospitalité face à leurs électeurs ou ce qu'ils croient être les convictions de leurs électeurs. Et contradiction aussi entre, comme je vous ai dit, entre le politique et l'économique. On est dans un monde où le libéralisme économique, on peut dire ce qu'on en veut, mais est dominant. Et en même temps, on choisit dans la plupart des pays le contrôle renforcé des frontières. Et un pays emblématique du libéralisme économique comme les États-Unis est un pays qui, notamment pendant la période Trump, a bien mis en avant le contrôle renforcé des frontières, la construction d'un mur tout le long de la frontière. En fait, il n'a réussi à construire que 25 km de mur mais pendant son mandat. Mais toujours est-il que c'était le discours. Donc, certains se sont crus des citoyens armés légitimement pour contrôler eux-mêmes la frontière, alors que c'est la responsabilité fédérale des États-Unis, même pas des États, de l'Union fédérale américaine. Donc en fait, on est dans un contexte de contradiction totale. Et ça, c'est un vrai problème. Ensuite, il y a beaucoup d'autres contradictions, notamment la question de la migration et du développement. Parce qu'on croit toujours dans l'opinion publique et puis dans toute une série de discours un peu vaseux, si j'ose dire, qu'on trouve dans les organisations internationales et leurs rapports de littérature grise, comme on dit, qu'on peut mettre en balance le développement comme alternative à la migration. Or, tous les travaux, tous, sans aucune exception, des grandes organisations internationales et de groupes de travail très sérieux, à l'OCDE, à la Banque mondiale, à l'Agence française du développement, l'Institut de recherche français sur le développement, etc., disent, en fait, les deux fonctionnent en même temps. Le développement
accélère la migration, ce que je viens de vous dire. Si les gens sont plus éduqués, plus informés, plus urbains, ils vont partir davantage parce qu'ils se diront qu'est-ce que je fais dans mon champ alors que mon cousin qui est à la ville il gagne 3 fois plus que moi et celui qui est parti il gagne, une étude de Harvard montrait que celui qui partait multipliait son salaire par 7 en moyenne à l'échelle mondiale. Donc en fait l'information incite à la mobilité. C'est vrai pour nous aussi, d'ailleurs. Les plus mobiles, c'est des gens comme nous qui sommes en permanence inscrits dans cette mobilité. Donc, en fait, là, il y a une vraie contradiction. Donc, le développement humain accélère la mobilité et en même temps, la mobilité migratoire accélère le développement, puisque je vous ai dit, les 530 milliards de dollars envoyés chaque année par les migrants, c'est 3 fois l'aide publique au développement. Donc c'est quand même beaucoup plus important que les efforts des États pour le développement. Et d'autre part, c'est un développement qui va directement dans les lieux de départ, dans les familles, etc., et qui ne passe pas par d'État à État, avec certains chefs d'État un peu indélicats, pour ne pas dire autre chose. Donc ce phénomène de dépendance entre migration et développement fait que le développement n'est pas une alternative à la migration. Les deux fonctionnent en même temps. C'est très bien de faire du développement, mais il ne faut surtout pas croire, comme on le dit parfois dans les solutions à la migration, que le développement va arrêter la migration. On le croit parfois parce que dans le sud de l'Europe, en fait, quand il y a eu du développement, c'était le cas de l'Italie, ça a été le cas également de l'Espagne, ensuite du Portugal, de la Grèce. Quand ils en ont fini avec les dictatures et qu'ils sont entrés dans l'Union européenne à des périodes diverses, il y a eu un arrêt de la migration. Mais aussi pour d'autres raisons, parce qu'ils ont eu des fonds structurels européens, et aussi parce qu'il y a eu une chute démographique très importante dans ces régions. Mais il n'y a pas de fonds structurels européens au sud de la Méditerranée. La démographie commence à baisser, mais pas de façon aussi spectaculaire que ça a été le cas dans le sud de l'Europe. Et donc, il n'y a pas disons, d'alternative véritable à la migration dans beaucoup de régions de départ. J'insiste beaucoup là-dessus. Donc, en fait, on vit sur toute une série d'idées reçues. Alors, je vais revenir sur d'autres maintenant pour terminer, puis je parlerai un peu de Calais, un peu de l'Ukraine aussi, puisque c'est l'actualité. Sur les idées reçues, parmi les plus courantes, outre migration-développement, outre, là, plus on accueille mal les gens, moins ils viendront. Tout ça, ça a été complètement contrebattu par la réalité des faits. L'idée très courante qui circule, c'est bien sûr le grand remplacement. Le grand remplacement, c'est une idée complètement erronée, mais qui a ses sources dans les vieux discours de l'extrême droite de la fin du XIXe siècle, de l'entre-deux-guerres également, et donc après des relents autour de cela, rénovés par Huntington, par exemple, le clash des civilisations, et l'idée qu'on serait dans une guerre civilisationnelle et démographique avec le sud du monde. Alors, pour parler des termes, le grand remplacement, c'est un terme qui avait été utilisé par la presse américaine surtout, pour parler d'une étude très sérieuse d'un démographe des Nations Unies, le directeur du département de la population des Nations Unies, M. Grimblat, qui avait fait des scénarios, ce qu'ils font souvent les démographes, ils aiment bien faire des scénarios, sur que serait, alors il a pris les régions du monde qui étaient en déclin démographique et l'impact de la migration. Donc il avait pris l'exemple de l'Europe, de la Russie, du Japon, et je parle plus précisément de l'Europe, et il avait pris 5 scénarios, dont certains assez précis, sans migration. Que serait l'Europe sans migration? Le seul facteur de croissance aujourd'hui de la population européenne, c'est la migration. C'est vrai aussi pour les États-Unis. Donc sans migration, on est dans un déclin démographique. Ensuite, pour combien de migrants a-t-on besoin pour équilibrer la pyramide des âges, pour équilibrer les actifs par rapport aux non-actifs, pour toute une série de scénarios comme ça qui ont été pris, et ils montrent donc des chiffres qui n'ont rien à voir, bien sûr, avec le nombre des entrées modestes que l'on peut avoir en Europe.
Ce travail très sérieux, très technique, a été intitulé par la presse, quand il a sorti son rapport en 2000, le grand remplacement, voilà, en anglais, the great replacement. Donc ce terme démographique, technique, a été repris ensuite, beaucoup plus tard, par Renaud Camus, un idéologue de l'extrême droite, qui, lui, a parlé du grand remplacement culturel. C'est-à-dire que c'est l'islam qui viendrait remplacer la chrétienté en Europe, dans un contexte quand même de déclin fort de la pratique religieuse dans les pays européens. Donc on n'est plus avec l'idée qu'on ferait Grenade à l'envers, la prise de Grenade, Isabelle la catholique contre les musulmans, contre le royaume de Grenade. Aujourd'hui, ce serait une sorte d'invasion silencieuse de gens qui imposeraient leur mode de vie aux Européens, alors que l'impact démographique de la migration est fragile en réalité en Europe, compte tenu de l'importance de la population européenne. On est autour de 450 millions de migrants, donc je rappelle, et pour une cinquantaine de millions de migrants dans tous les pays européens. Donc en fait, cette idée et la moyenne de la présence immigrée en Europe, c'est de 10% de la population. Il y a des pays qui ont beaucoup plus, comme l'Allemagne, 13%, d'autres qui ont beaucoup moins. Donc, en fait, c'est une idée fausse, mais qui a eu un succès considérable, hein, le thème du grand remplacement, et qui a eu beaucoup de succès avec M. Zemmour pendant la campagne électorale, mais qui n'a aucun fondement ni en termes, disons, factuels, ni en termes, disons, démographiques, culturels, etc. Donc, et puis on n'est pas du tout dans la conquête. On est voilà. Donc ça, je crois que c'est un aspect très important. Aussi, un vieux thème qu'on voit réapparaître de temps en temps, mais qui date déjà de la milieu du 19e siècle, qu'on retrouve chez Zola, si vous regardez Germinal. L'idée que les migrants prendraient le travail des nationaux, hein, qui serait une concurrence sur le marché du travail. Thème qui a été repris par Jean-Marie Le Pen, 3 millions de chômeurs, 3 millions d'étrangers à l'époque, et donc c'est faux en réalité, parce qu'on est dans un contexte, ce que dénonçait d'ailleurs Zola, il avait raison, il disait les Français, les ouvriers de la mine reprochaient aux Belges de casser le salaire et de prendre le travail des Français. Et il y a eu des morts, il ne faut pas oublier, surtout à Aigues-Mortes, par exemple, en 1893, donc c'est un vieux thème. C'est complètement faux parce qu'on est dans un système d'économie libérale, quand même, plus ou moins, et ça n'est pas le plan ou le comité central du Parti communiste soviétique qui définit le nombre d'emplois dans chaque pays. Donc, en fait, l'emploi crée de l'emploi, si j'ose dire, et s'il y a des gens qui viennent travailler, ben, ça crée d'autres emplois pour d'autres, et on n'est pas du tout dans cette logique de la rareté des postes de travail qui serait définie une fois pour toutes dans un contexte donné. Donc, ça a été démontré très fortement par les économistes. Il n'y a pas de concurrence sur le marché du travail sur les mêmes postes des étrangers et des nationaux, parce qu'on est dans un contexte de très grande segmentation du marché du travail, et la plupart des migrants qui arrivent prennent des postes, y compris déqualifiés, parce qu'ils veulent tout de suite travailler, quand ils le peuvent, pour gagner de l'argent et surtout envoyer de l'argent dans leur pays. Ce que des nationaux ne font pas, en disant « moi je ne vais pas accepter un métier qui ne correspond pas à ma qualification ». Donc tous ces phénomènes jouent également. Il y a beaucoup d'autres thèmes. L'Afrique va nous envahir. Je vous ai répondu que non, puisque la plupart des Africains migrent en Afrique, et puis ils migrent aussi dans le Golfe, qui est un pôle, troisième région d'immigration du monde, et un peu en Europe, un peu aux États-Unis, un peu en Chine, mais l'Europe n'est pas du tout le point central de la migration africaine de l'ensemble du continent africain, par exemple, contrairement à aussi d'autres idées reçues. Donc tout ça, on est sur des malentendus, si j'ose dire, des contradictions qui nourrissent le discours. Alors, quelques points d'actualité. Je reviens sur Calais. Calais, c'est quand même un cas exceptionnel, si j'ose dire. Un cas exceptionnel parce qu'on est le seul pays européen qui tenons la frontière pour empêcher les gens de partir vers un autre pays européen, en fonction des accords du Touquet. Il n'y en a pas d'autres, hein. C'est ce qu'on demande à faire aux pays du Sud. On demande, avec les accords de réadmission et les accords
reconduction à la frontière, on demande aux pays du Sud, on a à peu près 500 accords signés par les pays européens avec ces pays du Sud, de contrôler la frontière au départ pour que les gens n'arrivent pas chez nous. Ça, c'est l'esprit de tous ces accords. Et nous, on le fait aussi pour le compte des Anglais. Alors, je ne sais pas quelle était la contrepartie qui avait été négociée par M. Nicolas Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur en 2003 aux accords du Touquet. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait une contrepartie. Mais les Anglais nous payent un tout petit peu, 50 millions d'euros, c'est pas très cher, si j'ose dire. Et le Calais est complètement transformé, et surtout qu'aujourd'hui ils ont quitté l'Union européenne, par ce paysage de guerre, si j'ose dire, quand on voit il y a les policiers, des chiens policiers, des grillages, la surface des dunes a été arasée pour qu'on voit très très loin, etc., avec des miradors autour de Calais. Donc pendant combien de temps est-ce qu'on devra tenir la frontière pour le compte des Anglais, parce que c'est ça la réalité, empêcher les gens qui demandent l'asile de se présenter sur le territoire britannique, ce qui est obligatoire pour la demande d'asile. Il faut être sur le territoire pour demander l'asile dans un pays, ce qui revient à l'impossibilité, sauf pour ceux qui font appel à des passeurs, et avec des risques de plus en plus grands encourus par les personnes qui traversent la Manche sur des Zodiacs. La Méditerranée est un peu plus douce que la mer du Nord, de ce point de vue-là. Donc ça, c'est une curiosité, si j'ose dire, qui est dramatique pour les gens de Calais aussi, qui se disent pendant combien de temps va-t-on supporter ces accords du Touquet qui nous rendent une vie impossible, même si certains font preuve j'ai constaté à différentes occasions, font preuve de solidarité aussi à l'égard des personnes, et notamment des mineurs qu'ils ont parfois accueillis. Donc ça, c'est un vrai problème. Autre problème, l'Ukraine, bien sûr. L'Ukraine, aujourd'hui, il y a à peu près 1,2 million de personnes qui ont quitté l'Ukraine, un pays qui a 44 millions d'habitants. Les chiffres augmentent de jour en jour. Je me félicite des bonnes intentions, si j'ose dire, de l'Europe, de la Pologne, de la Roumanie et de la Hongrie, à l'égard de l'accueil de ces réfugiés, mais on peut s'étonner de la différence de traitement avec les Syriens, par exemple, de la crise de 2015. On peut se dire, tout ça, on aurait pu assister à la même chose en 2015, il n'en a rien été, rien n'était. Donc c'est 2 poids 2 mesures quand même. Et puis même pour les personnes qui sont en Ukraine, mais qui ne sont pas ukrainiens, qui veulent passer la frontière polonaise, c'est aussi à la tête du client, notamment pour les étudiants étrangers non européens et entre autres africains qui étudiaient en Ukraine. Il est très difficile, ils attendent plusieurs jours et parfois infructueusement à passer la frontière polonaise parce que c'est à la tête du client. C'était déjà le cas pour les Tchétchènes dans le passé. On le retrouve encore aujourd'hui à la frontière polonaise. Donc il y a quand même quelques inquiétudes à avoir en la matière, même si la Pologne a fait preuve d'ouverture, si j'ose dire, de solidarité, parce que aussi pour des raisons historiques. Il ne faut pas oublier qu'une grande partie de l'Ukraine, toute la partie occidentale, était la Pologne d'hier. Lvov, une ville très connue, eh bien c'était la Pologne. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Donc beaucoup de Polonais ont de la famille en Ukraine, puisque la Pologne a fait une translation vers l'ouest après la Deuxième Guerre mondiale. Pour la Hongrie, pourquoi cette solidarité ? Parce qu'une partie de la population ukrainienne est d'origine hongroise. Et M. Orban, dans sa politique nationaliste, irrédentiste, a donné à peu près un peu plus d'1 million de passeports à des Hongrois de pays voisins, notamment roumains, ce qui était moins intéressant pour eux parce qu'ils avaient déjà le passeport européen, mais ils pouvaient travailler en Hongrie, qui était peut-être un peu mieux située économiquement que la Roumanie des débuts, mais surtout à des Ukrainiens. Il y a beaucoup d'Ukrainiens d'origine hongroise, le sud de l'Ukraine, qui ont eu des passeports européens, hongrois, donc, sans l'accord, bien sûr, de l'Union européenne, qui peuvent circuler, bien sûr, et qui ont été parfois accueillis aussi en Hongrie récemment, dans un pays qui est très fermé à l'idée d'accueillir les réfugiés. Donc là aussi, on est dans un contexte particulier. Et pour les autres pays, pour l'Allemagne, il ne faut pas oublier que les Ukrainiens et les Moldaves ont reçu il y a à peu près 2 ans, très discrètement, le droit de travailler
dans les pays de l'Union européenne. Donc, en fait, ils ont le droit, pour ceux qui travaillent en Europe, ils peuvent passer pour travailler depuis un certain temps. Ça s'est arrêté avec la crise de la Covid. Il n'y avait plus d'Ukrainiens pour ramasser les asperges à l'époque. Hein. Il y a 2 ans, on disait les asperges, qu'est-ce qu'on va faire en Allemagne? On n'a plus de ramasseurs d'asperges dans les champs. Mais il y a beaucoup de femmes ukrainiennes aussi qui travaillent en Italie pour garder des personnes âgées, par exemple. Et toutes ces personnes donc ont acquis la possibilité de travailler dans les pays européens. Donc on a cette solidarité un peu plus grande des pays voisins, surtout les pays les plus fermés en Europe, autrefois, il y a quelques années, en 2015, à l'égard de l'accueil des Syriens ou des Irakiens, etc. Donc ça, c'est un point, peut-être parce qu'ils considèrent que ce sont des voisins, des frères, des chrétiens aussi, enfin, c'était des critères qu'ils avaient mis en avant, mais enfin, toujours est-il qu'on est dans aussi une mobilisation citoyenne, par exemple, qu'on a vu en Pologne et en Roumanie à l'égard des réfugiés. Alors, autre point, disons, important dans ce contexte, les points de passage, les points frontières, des points comme Lampedusa, des points comme Ceuta et Melilla qui a été évoqué, la Grèce, les îles grecques de Lesbos, etc. Pour l'instant, la réponse des pays européens, ça a été de faire comme disent les Anglais, du containment. On va faire certaines régions vont être des régions SAS et on va les laisser dans cette situation. On va leur donner de l'argent, mais surtout pour que ça n'arrive pas chez nous. Et pour l'instant, ce qu'on peut constater à l'intérieur de l'Europe, c'est que le sud de l'Europe a été considéré comme des zones d'accueil, informelles, de passage, et surtout pour qu'ils n'arrivent pas plus loin. Donc, quand les gens sont arrivés en Grèce, après la crise syrienne, il y en a encore beaucoup sur les îles du Dodécanèse, eh bien, on dit à la Grèce, on va donner plus d'argent à la Grèce. Mais on ne dit pas, on va partager ces gens qui sont arrivés en Grèce pour qu'ils puissent passer en Europe. Comme la Grèce traîne les pieds pour leur donner des statuts de réfugiés, ben, ils restent des années sur ces îles sans espoir à court terme de changer leur situation. On a la même situation de SAS, donc dans toutes les îles de la Méditerranée. C'est le cas à Chypre, c'est le cas à Malte, c'est le cas dans le sud de l'Italie. Donc on a une première frontière, si j'ose dire, qui est les pays du sud de l'Europe, qui sont pris en otage par les pays d'Europe du centre et du nord pour se coltiner, si j'ose dire, l'accueil des migrants. Puis après, on a ceux avec qui on a signé des accords de reconduction, donc tous les pays du Maghreb, jusqu'en Égypte, avec ces pays, et la Turquie, bien sûr, accord de 2016, elle a sur son territoire, elle a accueilli 4 millions de réfugiés pour 80 millions d'habitants. Donc ça, c'est la deuxième frontière, si j'ose dire. Puis après, il y a les pays plus lointains, comme l'Afrique subsaharienne et quelques autres, qui sont le troisième round, si j'ose dire, de contrôle. Donc on est dans un contexte assez étonnant, compte tenu du fait que, comme je vous le disais, je terminerai peut-être là-dessus, on n'arrêtera pas la migration. Donc, avoir une politique qui est uniquement une politique de contrôle, de dissuasion, de répression, d'enfermement, de pénalisation juridique aussi des situations irrégulières, ne répond absolument pas à la question. C'est une politique théâtralisée pour l'opinion publique, en réalité. On est dans une théâtralisation de la politique migratoire, donc on va dire, voilà, on reconduit très peu, mais on va dire, voilà, on montre qu'on reconduit, on montre qu'on ferme la frontière, on a formé plusieurs fois les frontières internes des pays européens dans les périodes de crise, 2011, 2015, il ne faut pas l'oublier, on va montrer tout ça, mais en fait, c'est une politique qui est faite pour l'opinion publique, mais pas du tout une politique rationnelle. Et ce qui me surprend, moi, comme mon métier, c'est quand même chercheur au CNRS, qu'on ne soit pas dans une politique plus rationnelle de gestion des migrations, qui sont un phénomène mondial et qui accompagne la mondialisation de tous les phénomènes que l'on peut constater autour de nous. Une réponse à aussi court terme et aussi souverainiste est quand même très inquiétante de la part des dirigeants européens, nationaux, et aussi un certain nombre d'acteurs de la campagne électorale, pas seulement en France, mais dans d'autres pays européens. Je m'arrêterai là-dessus.
Merci beaucoup, Madame Vittel de Winden. Et maintenant, la parole va passer dans la salle pour des questions. Bonsoir. Merci pour la présentation qui était vraiment très détaillée et passionnante. Simplement, il existe des nations comme la Turquie, par exemple, qui font un peu du chantage à la migration. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a une réalité de cette éventualité ou pas du tout? C'est une très bonne question. Alors, je n'ai pas eu le temps de détailler la réponse des pays de départ ou de transit. Je rappelle que la Turquie est un grand pays de départ, 4,5 millions de Turcs en Europe, un grand pays d'accueil, puisqu'il y a presque le même nombre de gens qui sont accueillis sur le territoire turc. C'est aussi un pays de transit et il bénéficie, si j'ose dire, d'une rente géographique du fait de sa position de passage entre les crises du Proche et du Moyen-Orient et l'Europe. Et M. Erdogan a très bien compris le bénéfice qu'il pouvait tirer de négocier avec l'Union européenne. Il a reçu 6 milliards d'euros, ce qui n'est pas considérable d'ailleurs, pour l'accueil des réfugiés, compte tenu du fait qu'il dit qu'il a dépensé plus, mais enfin bon. Et en revanche, les autres revendications qu'il avait mises en avant n'ont pas été acceptées, notamment la facilitation du passage des Turcs en Europe, puisqu'aujourd'hui, il y a moins de Turcs qui migrent que de Turcs qui reviennent en Turquie, et d'autre part, la renégociation de leur candidature dans l'Union européenne. Donc, ils sont mécontents, et on a oublié que il y a 2 ans, et très exactement, pendant la période qui précédait l'enfermement avec la Covid, la Turquie, mécontente que les 2 autres propositions n'aient pas été acceptées, avait ouvert ses frontières vers la Grèce pour que ceux qui voulaient passent en Europe. Et donc, il y avait une sorte de chantage qui avait été utilisé. Et en même temps, il y a l'idée de se faire bien voir, si j'ose dire aussi, par l'Europe, que l'Europe lui soit reconnaissante, malgré les dérives de son gouvernement, d'accueillir les réfugiés. C'est vrai que l'Europe a été très contente que ce soit la Turquie qui accepte de faire ce travail-là. D'autres pays sont dans la même situation. Le Maroc, par exemple. Le Maroc a très bien compris le bénéfice diplomatique qu'il pouvait tirer de sa rente géographique, qui est le point le plus proche de l'Afrique pour aller en Europe. Et donc, il est bénéficiaire de quantité d'accords de reconduction, de réadmission, etc. Et aujourd'hui, donc, le Maroc n'a toujours pas signé un accord avec l'ensemble de l'Union européenne de reconduction à la frontière, en disant que c'était trop lourd pour lui et qu'il risquait de mettre en péril sa diplomatie d'Afrique de l'Ouest, puisqu'il est entré dans la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Mais en même temps, bien sûr qu'il tire parti des aides européennes pour le contrôle des frontières. On rappelait tout à l'heure que Ceuta et Melilla, les grilles ont été construites par l'Union européenne. Donc effectivement, c'est un bénéfice. C'est aussi être ami, si j'ose dire, de l'Europe que de coopérer à ces accords. Donc pour le Maroc, c'est bénéficiaire. Mais en même temps, il y a aussi l'idée, comme M. Erdogan pour dans l'épisode de l'ouverture des frontières vers la Grèce, en juin dernier, il avait ouvert ses frontières à Ceuta et Melilla pour faire passer les gens en Espagne, parce que l'Espagne avait accueilli un militant du Front Polisario du Sahara occidental. Donc il joue aussi sur cette possibilité d'agiter et montrer sa présence dans cette maîtrise des frontières vers l'Europe, effectivement. Le Mexique fait la même chose aussi, vis-à-vis des États-Unis. Bonsoir. Vous avez indiqué qu'une des idées reçues, c'était que le développement pouvait aider à empêcher le départ des migrants vers les autres pays. Oui, tout à fait. Cependant, notamment les pays africains ont reçu des aides à plusieurs reprises. Et la personne qui était venue à la rencontre il y a 3 ans ici à Lyon, qui était un représentant de l'ONU, nous disait que toutes ces aides étaient mal utilisées, que très souvent ça allait dans la poche des personnages un petit peu dictatoriaux, hein, et que ça ne ruisselait pas vers le peuple, vers les citoyens. D'autre part, les grandes entreprises européennes, américaines
et puis maintenant la Chine, qui viennent donc exploiter les richesses des pays africains. Depuis des décennies, ça ne ruisselle pas non plus vers les peuples. Donc, comment sortir de cette spirale de non-développement et de la pauvreté de ces pays, enfin des populations de ces pays qui, eux, sont riches en matières premières? C'est une très très bonne question. Alors effectivement, ça va dans le sens d'ailleurs de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le développement par les transferts de fonds est un développement qui va dans les familles, parce que les gens envoient, comme je vous disais, 500, on est autour de 530, 540 milliards de dollars annuels envoyés par les migrants du monde entier vers leur pays d'origine. C'est de l'argent qui va dans les familles ou qui est bancarisé par les banques qui essayent de récupérer l'argent des migrants pour faire du développement local en réalité. Et ça, c'est du développement qui ruisselle, si j'ose dire, même si c'est modeste quand même, hein. Ce ne sont pas les plus riches, d'ailleurs, qui envoient le plus. Souvent, ce sont les plus pauvres des migrants qui se cotisent pour envoyer de l'argent le plus souvent vers leur famille. Donc, dans l'ensemble, cet argent-là a un impact sur les régions de départ. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de travaux d'enquête que je n'ai pas cités, mais qui ont été faits là-dessus. Et parfois, ça crée même des écarts entre les régions où il y a de la migration puis les régions où il n'y en a pas. Parce que les régions où il y a de la migration profitent un peu de la rente des transferts, mais en même temps vivent mieux que celles où il n'y a pas de migration. Ça dépend, c'est très... le continent africain, pour ne prendre que cet exemple-là, est très diversifié. Hein, c'est pas quelque chose d'unitaire, loin de là. Donc il y a des régions migratoires, il y en a d'autres qui le sont moins pour des raisons d'histoire de chaque région, de cette partie du monde. Et donc ça a un impact effectivement sur le développement, mais aussi sur la migration, parce qu'en fait, il y a une sorte de spirale. Ils reçoivent de l'argent, mais ils se disent qu'ils ne peuvent s'en sortir que par la migration, si j'ose dire. Donc, c'est à ça qu'on assiste dans la plupart des cas. Mais la plupart des politiques de développement, quand même, n'ont pas été faites pour stopper la migration. Hein. On dit, bien sûr, il faut développer dans les discours faciles pour arrêter la migration, mais la plupart des politiques de développement qui existent depuis les années 60 n'ont pas été faites. À l'époque, la migration africaine, elle n'était pas très importante. Elles ont été faites pour le développement, même si elles étaient parfois très mal utilisées. Mais ce n'était pas pour arrêter la migration. Ce n'est que récemment, depuis 30 ans, qu'on dit que ça va être une solution à la migration, ce qui est une fausse idée. Peut-être dans 100 ans, on verra les impacts, mais pour l'instant, le développement accélère la migration, effectivement. Je suis d'accord avec vous. Tout à fait. Dans la mesure où eh bien, il y a des morts dans la Manche à cause de ça, que Calais est dans une très mauvaise situation et que les migrants veulent aller en Angleterre. N'y a-t-il pas une possibilité de remettre en cause ces accords ? Alors tout à fait, un candidat à la présidence de la République l'a proposé d'ailleurs, en disant finalement il faut dénoncer les accords, ce qu'on dit beaucoup, les associations le disent beaucoup, il faut dénoncer les accords du Touquet. Il a ajouté, moi je vais mettre tous ces gens sur des bateaux affrétés par la police française et on va les conduire au Royaume-Uni pour qu'ils puissent demander l'asile sur le territoire britannique. Et ça me paraît être tout à fait rationnel comme position. Au nom de quoi est-ce qu'on empêche les gens de demander l'asile alors qu'on est signataire de la Convention de Genève au Royaume-Uni et on n'est plus tenu par le fait que l'Angleterre fait partie de l'Union européenne, donc on n'est plus tenu par les accords de Dublin. Le grand problème de l'asile, mais ça aurait été une deuxième conférence, c'est les accords de Dublin, le fameux one stop, one shop. C'est là où vous avez mis le pied que vous devez automatiquement en Europe être demandeur d'asile, ce qui marche pas en Grèce, ça marche pas à Calais, ça marche pas à Lampedusa et dans beaucoup d'autres coins. Et donc, en fait, c'est ça qui est le verrou qui avait été proposé pour le
pacte européen sur l'immigration, mais finalement, on ne change pas Dublin. On va peut-être lui donner un autre nom, mais ça ne changera pas, parce qu'on a trop peur, c'est trop confortable pour les pays qui sont protégés par le fait qu'ils ne sont pas sur les frontières extérieures de l'Europe. Donc on n'arrive pas en Finlande, hein, on n'arrive pas en Hongrie, on arrive en Italie, en Crète, etc. Donc en fait, surtout ne touchons pas à Dublin. Je vous dis, la frilosité de règles dans ce domaine. Et pour Calais, eh bien, on devrait tout à fait dénoncer les accords. Et il faut que les associations et que tous les groupes de réflexion essayent de dire, avec la présidentielle que nous avons maintenant et puis avec la présidence française de l'Union européenne, il faut dénoncer les accords du Touquet qui n'ont aucun sens, avec des morts, avec surtout énormément de trafiquants, et on fait le sale boulot, si j'ose dire, qu'on demande à faire à beaucoup de pays du Sud en fermant leurs frontières de l'intérieur. C'est ce qu'on fait en France vis-à-vis du Royaume-Uni, en échange de quoi? Personne ne le sait. Certains peut-être. Peut-être. Tout à fait d'accord. Oui, bonsoir madame. Merci beaucoup pour votre exposé très, très précis sur le diagnostic posé. Les mouvements migratoires sont là. On peut les contester, on peut les favoriser. La démonstration que vous avez faite est implacable. On a beaucoup parlé ce soir, jusqu'à présent, des problématiques des frontières. Est-ce qu'on pourrait peut-être un peu évoquer aussi la problématique intérieure? C'est-à-dire qu'à partir du moment où les migrants sont là, quels seraient, selon vous, les leviers, peut-être aussi les freins que vous pourriez constater en termes d'intégration qui se posent notamment au niveau donc, des territoires et de la question de la proximité. Et je pense en particulier dans notre pays comme la France, avec la problématique de l'intégration en lien avec le communautarisme ou les montées des communautarismes. Merci. D'accord, merci. Alors, ce serait presque une deuxième conférence, mais merci. Alors tout d'abord, moi, pour l'instant, je vais élargir mon propos, mais je vais surtout parler des migrants, c'est-à-dire des gens qui physiquement sont nés dans un pays, qui vont dans un autre pays, puisque c'était le thème de cette soirée, pour migrer à l'international, en traversant une frontière. Alors, à mon avis, avoir des politiques dans beaucoup de pays européens qui ont des quantités de sans-papiers. On ne sait pas exactement combien il y a de sans-papiers en Europe, mais on dit environ à la louche 5 millions de sans-papiers en Europe, 11 millions, dit-on, aux États-Unis, etc. Ça, c'est déjà un obstacle considérable à l'intégration, parce que moi, je vois aussi bien avec les travaux de mes étudiants qui font des travaux de terrain que les travaux des associations, j'en connais certaines très bien, que laisser les gens pendant parfois 10 ans, parfois même 15 ans, j'ai vu des cas en France, sans papier, c'est pas seulement ruiner l'intégration des migrants vis-à-vis de la France, mais des personnes, on leur fait parcourir un chemin du combattant invraisemblable. Tout ça pour la dissuasion, pour dire, eh bien, il ne faut pas qu'ils croient que c'est l'Eldorado quand ils vont arriver ici, et c'est stupide. Les gens vont rester, de même que si on a une politique très dure à l'égard de l'asile, je rappelle à peu près quelques chiffres, dans les années 90-95, le taux d'acceptation des réfugiés en France était 15%. 15%, c'était très dur. Alors, et donc, ça voulait dire qu'on fabriquait des sans-papiers à l'appel, parce que les gens restaient de toute façon. Quelqu'un qui fuit la guerre en Afghanistan, ben, il ne va pas revenir en Afghanistan. Donc ça, c'est une réalité qu'il faut constater. Le taux d'acceptation pendant la période syrienne, qui était un peu plus généreuse, toute nationalité confondue, c'était plus généreux pour les Syriens, c'était 45%. 55% en Allemagne, 45% en France. Aujourd'hui, on est retombé à peu près 33% d'acceptation des demandeurs d'asile. Ça veut dire qu'on va fabriquer près de 70% de sans-papiers. Donc rien que la politique d'asile fabrique des quantités de sans-papiers. On pourrait, il y a une directive qui a été rappelée, qui fort heureusement va peut-être être appliquée en Europe, la fameuse protection temporaire, directive de 2001. On a dit qu'on allait l'appliquer pour les Ukrainiens, alors qu'elle n'avait jamais été mise en œuvre auparavant, depuis 2001 quand même. Hein. On a dit, tiens, peut-être qu'on va appliquer la directive protection temporaire. Eh bien, ça pourrait donner aux gens la possibilité de travailler,
d'avoir un statut légal, de ne pas être à la merci des contrôles d'identité dans la rue ou dans le métro, ce serait une forme d'intégration, effectivement. Parce que si on fait une vie impossible aux gens, un préfet a dit d'ailleurs, il faut leur rendre la vie impossible. En France, hein, très récemment. Je ne sais plus lequel, mais enfin, c'est étonnant quand même. Ça mérite d'être cité. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Les mineurs isolés non accompagnés, c'est un scandale. Il y a des départements où les gens dorment dehors, dorment à la gare jusqu'à la fermeture de la gare, ensuite prennent le bus jusqu'à l'heure de fermeture pour être le moins possible complètement dans la rue, surtout en hiver. C'est invraisemblable. Donc, il y a d'autres pays où, quand même, les mineurs isolés sont mieux traités. C'est pour dissuader dans l'ensemble. Là, je pense qu'on a la possibilité, en ayant un peu d'imagination, de pouvoir héberger les mineurs dans des conditions, pas de luxe, mais acceptables. On a aussi la possibilité de donner des cours de français. Il ne faut pas oublier que en France, on a été d'abord à 400 heures de français pour ceux qui étaient déjà réfugiés statutaires ou pour ceux qui allaient entrer dans un parcours d'intégration, comme on dit, dans le cadre du regroupement familial. En Allemagne, c'est 800 heures d'allemand, 800 heures. En France, on a augmenté à 600 heures le nombre d'heures obligatoires de français pour si on est réfugié ou si on est dans un parcours de regroupement familial. Mais en Allemagne, les demandeurs d'asile ont droit à ces cours de langue. En France, non. Parce qu'on se dit, on ne sait pas s'ils vont être acceptés. Donc, ce n'est pas la peine de gaspiller du temps d'heures de français pour des gens qui, dit-on, ne resteront pas. Mais ils resteront en réalité. Donc, on va gâcher complètement leur intégration. Et puis, en Allemagne aussi, on leur donne du travail correspondant plus ou moins à leur formation, où on les forme. Ce qu'on ne fait absolument pas en France pour les gens qui sont demandeurs d'asile ou qui sont mineurs isolés non accompagnés. On a une obligation scolaire qu'on suit plus ou moins. Ils ne sont pas toujours hébergés. Donc, on a déjà toute une population en marge, si j'ose dire, qui fait partie des migrants, mais qui n'est pas intégrée dans la population juridique, institutionnelle, des mesures d'intégration. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est les politiques pour des gens qui sont légaux et qui sont souvent français, ce qu'on oublie. L'intégration, ça concerne aussi beaucoup de Français. Marine Le Pen s'adresse aux Français, mais les Français, c'est aussi les gens des banlieues qui souvent sont nés en France et qui, après 5 ans de séjour en France, ont acquis la nationalité française entre 13 ans et 18 ans. Je rappelle, on n'est pas un pays entièrement de droit du sol en France, contrairement au Royaume-Uni. Donc en fait, ces gens, ils sont inclus dans des politiques. Alors on a fait des politiques de la ville, surtout dans l'idée de lutter contre les incivilités, les émeutes urbaines, depuis longtemps d'ailleurs. Mais ces politiques, on a beaucoup mis l'accent en France sur le logement, beaucoup plus sur d'autres choses, parce qu'on était un pays de bidonvilles jusqu'aux années 60. Donc quand on a résorbé les bidonvilles, on a commencé à penser à des politiques qui mettent l'accent sur le logement dans les foyers pour les travailleurs, le logement pour les familles, pour ceux qui arrivaient dans le cadre du regroupement familial, donc dans les tours et les bars. Donc l'essentiel de la politique de la ville, en fait, c'était une politique de logement, mais pas tellement de marché du travail, parce que c'était une activité qu'on réservait aux employeurs pendant très longtemps. Aujourd'hui, on n'entend plus d'ailleurs les employeurs. Quand j'ouvre un livre des années 60, par exemple, eh bien, on disait le problème en France, c'est le problème on manque de main-d'œuvre, ce qu'on va dire aujourd'hui et demain, bien sûr, problème de main-d'œuvre, donc on a fait venir de l'immigration, et on s'est dit, ceux qui s'occupent de la main-d'œuvre, c'est les employeurs. Donc les employeurs, ils avaient un rôle très important pour avoir un impact sur la politique migratoire. Parce qu'ils disaient, nous, faites ce que vous voulez, mais nous, on veut de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, dans le contexte extrêmement sécuritaire dans lequel on est entré, c'est la police et la défense qui s'occupent de l'immigration en Europe. C'est ça qu'il faut voir, parce qu'aujourd'hui, la politique migratoire, aussi bien française que de tous les pays européens, elle est dans le jargon européen, elle est passée du 3e pilier main-d'œuvre au pilier justice et affaires intérieures.
Donc aujourd'hui, on est dans la prise de décision à l'unanimité au Conseil européen, comme toutes les affaires justice et affaires intérieures. Et d'autre part, les commissaires européens qui s'occupent de l'immigration, ce sont des commissaires qui ont été soit ministres de la Défense dans leur pays, soit dans des postes, surtout de l'intérieur de leur pays. Donc en fait, la politique d'immigration, elle est dirigée par des gens dont l'objectif essentiel et le métier, c'est la sécurité. Donc on n'entend plus du tout les employeurs, plus du tout, hein, sur le marché du travail. Donc pendant très longtemps, c'était là-dessus. Donc on a une politique qui tourne le dos en fait au marché du travail, ce qui est quand même un instrument d'intégration très très important, aussi bien pour les générations issues de l'immigration. Il y a eu des quantités de rapports qui ont été faits dont un récemment parlementaire du mois de novembre sur les difficultés d'entrée sur le marché du travail pour les jeunes issus de l'immigration, les discriminations à l'embauche, le plafond de verre, etc. Ça c'est un vrai sujet. Les discriminations policières pour des gens qui sont français, pour la plupart, c'est un vrai sujet en France. L'Angleterre a 30 ans d'avance sur nous là-dessus. Aussi parce que les gens du Commonwealth sont électeurs et éligibles à toutes les élections. Donc on fait un peu plus attention aux discriminations raciales. En France, non, ça fait 30 ans qu'on débat sur le droit de vote local des étrangers et qu'on n'a pas abouti, si j'ose dire. Et ça joue énormément sur les politiques d'intégration. Donc ça crée aussi des communautarismes. Si les gens n'ont pas de travail, s'ils ont le sentiment d'être discriminés, si ceux qui arrivent sont aux marges, si j'ose dire, de la société pour des raisons institutionnelles, ça fabrique éventuellement des communautarismes. Ceci dit, toute la société d'une certaine façon est communautarisée. Si vous allez, moi je suis frappée par la montée des intégrismes religieux de toutes les religions du livre, si j'ose dire, en France. Hein. J'essaye d'expliquer, parce que j'enseigne un peu en Italie, ce que c'est que l'intégrisme français. Ils ont du mal en Italie, ils sont plus catholiques que nous. Et donc, quand je leur explique ce que c'est que l'intégrisme catholique en France, ils ont du mal à comprendre ça, parce que c'est vrai que sociologiquement, c'est des profils de gens que je n'ai pas tellement rencontrés là-bas. Mais en France, c'est vrai, il y a des gens qui vivent dans un entre-soi considérable. Donc, le communautarisme, c'est aussi, pas seulement les musulmans, beaucoup d'autres groupes, entre autres religieux, qui sont dans l'entre-soi dans la société française. Donc, effectivement, si on se sent rejeté, on va vers des sites Internet islamistes, on va vers d'autres types de raisons économiques de vivre, on va vers les marchés de la drogue, on va vers d'autres choses. Mais il ne faut pas oublier que dans le passé, d'autres nationalités se sont réfugiées dans le banditisme et dans d'autres formes de marginalité parce qu'ils se sentaient exclus de la société. Ça a été le cas des Italiens, ça a été le cas d'autres groupes dans le passé depuis 150 ans. Donc en fait c'est pas très étonnant, si j'ose dire. Et il y a une volonté d'intégration assez modérée dans la société française. Les ministères de l'intégration n'ont jamais eu beaucoup d'argent. En général, c'était une jeune beurette charmante, mais qui avait très très peu de moyens pour mener sa politique d'intégration. Et donc, ou un autre symbole du même genre. Mais dans l'ensemble, on a été plutôt dans le symbolique que dans une volonté politique forte. Bonsoir Madame, merci beaucoup pour les lumières dont vous nous avez éclairées. Et j'ai une question qui va peut-être vous paraître naïve, ou tout au moins, parmi les nombreuses choses que vous nous avez dites et qui étaient passionnantes, il y a une réflexion qui, à un moment donné, a attiré mon attention. C'est quand vous avez dit que l'État, le gouvernement, montre régulièrement à la population des images qui vont la rassurer. Qui vont retirer ses peurs. Et je me suis dit, en écoutant ça, que en fait, les connaissances que vous avez, vous, très, très finement de ces questions, sont des connaissances qui ne circulent pas dans la société, et notamment vis-à-vis des enfants. C'est-à-dire que je fais partie des gens qui sont convaincus qu'on ne naît pas raciste, on ne naît pas repoussant. On le devient. Et on le devient si l'éducation nationale, dès votre plus jeune âge, ne vous apprend pas à vivre avec les autres et ne vous apprend pas cette histoire. Et je me demande vraiment pourquoi une parole telle que la vôtre ne circule pas davantage en dehors des universités, bien sûr, mais
à un niveau plus bas, plus petit, dès la primaire, même pas, avant le collège, de manière à ce que les enfants prennent cette histoire pour ce qu'elle est, apprennent à regarder ces réalités en face et à vivre avec et à faire un monde de demain qui sera beaucoup plus inclusif. Je vous remercie. Très bonne question. Moi, j'avais même proposé un projet de recherche européen qui n'a pas été accepté finalement. Pourquoi est-ce que en reprenant Max Weber, le savant et le politique, pourquoi est-ce que le chercheur est si peu écouté des décideurs à l'échelle européenne sur ces questions migratoires? On écoute un peu plus les scientifiques en médecine, par exemple. Il y a eu beaucoup de débats autour de la Covid, mais dans l'ensemble, on a quand même un peu écouté les spécialistes. On écoute un peu, pas toujours, mais les spécialistes de l'environnement, par exemple. Sur la migration, on ne les écoute pas du tout. Donc ça, c'est assez surprenant, parce que c'est un sujet qui dérange, et puis on a toujours peur de la sanction électorale. Je pense que c'est surtout ça qui explique la difficulté de passer du savoir à la décision politique. Et puis, ceci dit, il y a quand même des progrès. Moi, je vois... j'ai des petits-enfants. Tout à l'heure, j'expliquais à M. Balou que j'étais à la campagne. Je n'avais pas beaucoup d'Internet. Bref. Mais dans les livres d'enfants, il y a quand même plusieurs enfants. Il y en a qui sont colorés. Ils portent des prénoms étrangers qui ne sont pas ceux de M. Zemmour, mais pour montrer qu'il y a cette diversité. Et ça, c'est des livres qu'ils lisent comme ça, des livres pour enfants, des histoires pour enfants. Donc déjà, il y a une part un peu plus importante. Il y a un petit effort qui est fait dans la publicité, y compris pour les fringues, pour toutes sortes d'aspects visibles. Il y a plus de place faite aux gens visibles, si j'ose dire. Également, dans des recrutements, par exemple, moi j'ai fait une étude sur les jeunes issus d'immigration dans l'armée qui est passionnante, mais ce sera un autre soir où je pourrais vous en parler. Mais et pour le coup, sur les communautaristes, il y avait beaucoup à dire. Ce qui me frappe, c'est que les affiches de recrutement, il y a un jeune blanc, une femme et un jeune visible. Et en disant un métier plus qu'un métier, etc. Bref, armée de terre et les autres armes. Donc, pour montrer que c'est pour tout le monde, ça s'adresse à tout le monde. Donc, il y a quelques... Et puis, je vois à l'université, c'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus... Mes étudiants, par exemple, ont beaucoup... Quand j'ai commencé à travailler là-dessus, c'était un sujet minuscule, la migration. Mon directeur de thèse disait que ça n'avait aucun avenir académique. Je rappelle, on a dit la même chose à Gérard Noiriel, qui est un historien connu des migrations. Donc aujourd'hui, il y a un progrès parce que la plupart de mes étudiants, ils trouvent du travail très bien, très bien, soit comme maître de conférence, soit dans des grandes ONG, les organisations internationales, parce qu'on veut recruter là-dessus. Et dans les universités, il y a de plus en plus de postes migration. Donc moi je suis ravie parce que j'ai dirigé 25 thèses et mes étudiants ils trouvent des débouchés, donc je me dis c'est très très bien. Donc ça veut dire que partout on veut enseigner la migration, donc ça c'est très très bien. Donc il y a du progrès, sauf que l'homme de la rue il n'a pas été du tout, ou la femme de la rue n'ont pas du tout été formés à la thématique migratoire. Donc si Marine Le Pen leur dit il y a 20 millions d'étrangers en France, ils vont le croire. Si on leur dit où Louis XIV était au XIXe siècle en France, ils diront non, c'est bizarre. Mais 20 millions d'étrangers en France, ils le croient parce qu'ils n'ont pas été formés. Donc il faut toucher des populations qui n'ont pas été formées à ce sujet. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup de débats quand même. Il y a beaucoup d'universités du temps libre, d'universités populaires où on est amené à parler des migrations. Donc il y a une demande là-dessus, c'est vrai. Mais on ne touche pas tout le monde. On touche que des convaincus, malheureusement. Ça, c'est la difficulté. Et puis, dans le secondaire, maintenant, il y a quand même, dans les programmes de géographie, il y a un petit chapitre ou deux, migration, et puis peut-être pas dans le primaire, non, mais dans le secondaire, oui, quand même, un petit peu, puis surtout dans les classes prépa, il y a beaucoup de sujets migratoires maintenant, quand même. Alors, ça ne touche pas tout le monde, je sais, mais il y a un petit mieux, voilà. Il y a encore beaucoup à faire. Votre exposé est d'une très grande clarté, simplement, il faudrait avoir un volet économique. Oui, bien sûr. On parle beaucoup du coût de la transition écologique, du coût. Il y a un grand président d'une société qui disait oui, mais tout ça sera très cher et il ne faut pas le cacher. Et je me suis occupé de ces questions. J'ai été coopérant au Maroc, j'ai créé une école, j'ai travaillé. Bon, et je dis simplement, le coût est énorme et on n'en parle pas.
et d'intégrer X personnes, ben, ça veut dire qu'il faut faire un certain nombre de choses et il y a un coût. Et oui. je rejoins tout ce que vous dites, c'était remarquable de clarté. Mais ce coût est occulté, ce n'est pas le rôle des sociologues, des gens qui font des analyses, et pourtant il faudrait être accompagné avec un plan et dire ben, ça fait tant de milliards. Voilà. Et il faut les trouver, ces milliards. Si. Alors, très bonne remarque, effectivement. Bien sûr, la migration, il y a beaucoup de travaux économiques qui sont faits là-dessus, notamment l'OCDE, entre autres, puis beaucoup d'économistes connus de l'École d'économie de Paris, ailleurs. Et d'ailleurs, il y a une sorte de convergence qui consiste à dire l'immigration, mais ça fait très longtemps, rapporte plus qu'elle ne coûte. La première étude, elle a été faite en 1976 par la direction de la prévision en France, qui montrait, alors, avec tous les paramètres réunis, que la migration rapportait plus qu'elle ne coûtait. Pourquoi est-ce qu'elle rapporte plus? Parce que les migrants sont plus actifs dans la population active que l'ensemble de la population, puisqu'il y a moins de très jeunes, il y a moins de très vieux. Ceux qui arrivent, souvent, ils ont 20 ans, donc on n'a pas eu le coût de leur formation, et les plus âgés, souvent, repartent chez eux dans leur pays où ça coûte moins cher de vivre, et donc on n'a pas le coût, en général, du 4e âge pour les migrants. Donc ça, c'est un aspect très important, et l'essentiel est une population en âge de travailler. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, plus les gens sont en situation légale, ce que je viens de dire, plus ça rapporte, parce qu'ils payent des impôts. Il ne faut pas oublier, non seulement ceux qui arrivent payent aussi des impôts indirects, la TVA. Par exemple, l'accueil par l'Allemagne des réfugiés, ça fait croître le produit intérieur brut de l'Allemagne de 0,4%. Rien que l'accueil, parce que ça crée des emplois, et donc les gens consomment aussi, même s'ils sont réfugiés, demandeurs d'asile. Donc le fait d'accueillir, c'est économiquement bénéfique. En Sicile, par exemple, j'ai une étudiante qui a fait sa thèse là-dessus, eh bien ça crée des tas d'emplois, l'accueil des migrants, parce qu'il y a les managers des grandes organisations internationales, il y a toute une série d'activités nouvelles qui sont créées par l'accueil des migrants, donc ça rapporte. Et plus les migrants sont en situation légale rapidement, plus ils seront mieux payés, donc plus ils vont consommer et plus ils vont payer des impôts. Donc laisser les gens pendant 15 ans dans l'irrégularité, on ne fait pas un bénéfice économique. Voilà ce que je voulais rappeler quand même là-dessus. Il y a beaucoup d'autres travaux qui ont été faits là-dessus. Merci beaucoup. C'est très bien, c'est très bien. Et donc je vais maintenant passer la parole à Monsieur Georges Sérignac, grand maître du Grand Orient de France, pour ses conclusions. Si je me mets au pupitre, c'est pas pour faire une planche d'une demi-heure, je vais être très rapide, mais je suis plus à l'aise debout qu'assis. Donc d'abord, évidemment, merci Madame pour cet exposé qui, je crois, nous a tous beaucoup éclairés, et ça a été dit, qui était à la fois, évidemment, nourri par vos travaux et votre compétence, mais aussi pas mal de recul sur de très très nombreux sujets, et c'était vraiment très éclairant. Et je voulais dire que dans cette conférence, on voit à quel point le rôle de la franc-maçonnerie et du Grand Orient de France est aussi à la fois d'éclairer par des intervenants, mais aussi de participer à une évolution des esprits, une évolution des idées, et de contribuer à dénouer certains sujets qui sont malheureusement aujourd'hui, qui occupent l'espace médiatique, mais on voit que dans le passé, ils ont été aussi très souvent prégnants, avec des fausses idées, et qui doivent inlassablement être à la fois combattus et être détricotés. Et la franc-maçonnerie, depuis 3 siècles, le Grand Orient de France en particulier, mais aussi les obédiences qui participent de cette école de pensée, ont contribué à cette évolution des idées. Je voulais dire que sur ce thème général que nous consacrons, donc on l'a dit, aux dignités humaines, on voit bien à quel point en creux, à travers, même si parfois l'aridité des chiffres peut cacher cette dimension essentielle humaniste et humaine, on voit à quel point les dignités humaines concernant les phénomènes migratoires, qui sont, ça a été rappelé, dans l'histoire du monde, et qu'il ne sert à rien de vouloir ou nier ou travestir par des idées totalement
inadéquates, comme le fameux grand remplacement, on voit bien donc que cette donnée des migrations font partie de l'histoire du monde et évidemment aujourd'hui de notre propre histoire. Et donc dans cet enjeu absolument essentiel pour l'avenir de nos sociétés, qui n'est pas l'enjeu de combattre les migrations de quelque sorte que ce soit, mais au contraire de les accepter comme un fait qui fait partie de l'évolution de nos sociétés et qui est un enrichissement, évidemment, et toute l'analyse, j'allais dire rationnelle, mais plutôt sortie des affects pulsionnels, quels qu'ils soient, et des fantasmes. Donc cet accompagnement des migrations comme une richesse pour nos sociétés doit faire partie de notre réflexion. Et c'est vrai, ça a été beaucoup rappelé, on est aujourd'hui, on le voit bien, alors vous avez parlé de théâtralisation, mais il y a quand même aussi, vous l'avez dit aussi, une spirale répressive évidente dans l'angle sous lequel sont abordés ces phénomènes migratoires. Et je crois qu'il est de notre rôle, à tous, francs-maçons ou pas, mais personne de bonne volonté, humaniste, de combattre cette spirale répressive, évidemment, et qui va vers un modèle sécuritaire qui, de toute façon, nous atteindra tous, parce que nous sommes évidemment dans une communauté de destin que nous devons totalement percevoir et le mieux possible en créer une richesse supplémentaire pour notre société. La solidarité, l'éthique de l'altérité est aussi au cœur de l'idée maçonnique. À un moment, une question a été posée sur le problème de l'intégration. Alors évidemment que c'est un vrai sujet et vous y avez répondu, mais pour nous, l'intégration, c'est la République. C'est-à-dire que nous croyons à la force de la République au sens de notre République, avec comme clé de voûte la liberté de conscience, la loi 1905, et évidemment liberté, égalité, fraternité, qui est quand même une devise qui est unique et qui révèle la force de la République. Ce n'est pas une devise qui est tombée comme ça par hasard à un moment, une devise qui accompagne l'histoire de la République et aussi, disons-le, l'histoire du Grand Orient de France. Et ça n'est pas un hasard. Et cette importance de la République dans l'intégration, elle est essentielle aussi dans l'application de cet accueil des migrants. Cette idée de liberté, égalité, fraternité, évidemment qu'elle est tout à fait au cœur de cet accueil fraternel des peuples migrants. Et le scandale absolu que constitue, entre autres, le cimetière aujourd'hui de la mer Méditerranée, dans l'indifférence quand même de la plupart des sociétés occidentales, montre bien que nous avons encore un combat fondamental sur cette problématique des dignités humaines à nos portes, à notre porte. Voilà, donc je voulais aussi dire que dans cette soirée où nous avons évidemment évoqué l'Ukraine, on ne peut pas ne pas être profondément choqué par, ça a été évoqué à un moment, la différence de traitement entre l'accueil des immigrés ukrainiens et des étudiants d'Ukraine qui sont de nationalité d'Afrique subsaharienne. C'est quelque chose qui a été dit, évidemment, mais qui est absolument révoltant de voir qu'on fait un tri à l'entrée de frontières de personnes venant fuyant un conflit sous le prétexte de leur nationalité, de leur couleur de peau ou d'autres raisons. Tout ça doit vraiment nous interroger sur nos combats fondamentaux et je pense que nous devons tous collectivement, évidemment, travailler à ces sujets qui montrent bien que la barbarie est encore au sein de toutes nos sociétés, même celles qui se prétendent les plus évoluées encore aujourd'hui, et même dans un moment de solidarité, puisqu'on voit bien que l'accueil des Ukrainiens, il se constitue une véritable solidarité, et c'est très bien évidemment, bien sûr, mais on doit aussi s'interroger sur ces ferments de barbarie qui doivent évidemment être combattus. Donc vraiment merci pour cette soirée, je crois que nous sommes vraiment
au cœur de notre engagement maçonnique, mais aussi de notre engagement simplement de citoyen. Et je vous remercie encore vraiment, Madame, pour votre intervention. Voilà, merci à tous.